ce soir, je vais parler un peu des Juifs de Libye d'un côté, des Juifs de Tunisie de l'autre côté, mais je ne veux pas parler de l'histoire de ces deux communautés pendant la Deuxième Guerre mondiale. Le titre, Un rêve bien étrange, c'est une citation d'un roman israélien d'un écrivain que peut-être vous connaissez, Kobi Oz, qui, dans un recueil de nouvelles qui s'intitule Avarian Sa'atsua, dans ce livre, il y a un personnage qui est un Israélien d'origine mizrahi qui, à un certain moment, pendant la nuit, commence à rêver et il dit je fais un rêve bien étrange et j'ai rêvé que j'étais à Buchenwald. Même si sa famille à lui n'avait pas un lien direct avec l'histoire de la Shoah, en provenant d'une communauté proche orientale qui n'était pas connectée directement à l'histoire de la Shoah. Donc, ce que je voudrais montrer, c'est un peu comment les communautés mizrahi en Israël et les communautés qu'on peut appeler séfarades, donc les Juifs d'Afrique du Nord qui n'ont pas émigré en Israël, mais notamment en France et en Italie, j'ai choisi ceux des espaces nationaux. Comment ces communautés, des artistes et surtout des écrivains parlent de la Shoah à partir, je vais me concentrer surtout d'un côté sur un roman écrit par un écrivain israélien d'origine libyenne, Yossi Soukari, qui a écrit le roman Benghazi Bergen-Belsen, et de l'autre côté, un film qui montre la situation, l'histoire des Juifs de Tunisie, de Tunis pendant la Deuxième Guerre mondiale, un film franco-tunisien, Le chant de mariée, qui a été fait par une réalisatrice française franco-algérienne, Karine Albo. Alors, avant de faire ça, je vais dire très rapidement un peu des détails un peu plus historiques sur la Tunisie, les Juifs de Tunisie et la Libye pendant la Deuxième Guerre mondiale et la Shoah. Ici, vous voyez des images que j'ai prises et qui nous parlent de la situation de la Tunisie. Aux années 40, la Tunisie, comme vous le savez, est le seul pays arabe qui a vécu l'occupation directe des nazis, même si pour une période relativement brève. Et alors, en Tunisie, par exemple, donc entre 1943 et 1943, pendant l'occupation allemande, environ 500 juifs ont été envoyés dans les camps de concentration et environ 5000 dans des champs de travail en Tunisie elle-même. Et je prends ces dates dans les recherches notamment de Michael Laskier et d'autres. Et en Libye, de l'autre côté, la Libye qui avait été une colonie italienne depuis les années 10, plus ou moins. En Libye, on a eu, comme en Tunisie, des champs d'internement en Libye, notamment le champ de Djaddo, que vous voyez dans la photo, où environ 60 juifs libyens ont resté et sont morts aussi dans le champ de Djaddo. Et aussi, on a eu des déportations de la Libye vers Bergen-Belsen en particulier. À part ça, on a eu aussi d'autres juifs d'origine, disons plus en général nord-africaine, qui ont été déportés même de l'Europe, parce qu'ils étaient en Europe déjà à la guerre, notamment en France. Le chiffre total des juifs d'Afrique du Nord qui ont été déportés est pour l'instant difficile, on n'a pas des données très précises. En tout cas, il faut tenir compte de ceux qui ont été arrêtés quand ils étaient en Europe et ceux qui sont arrêtés, qui ont été déportés de la Libye, de la Tunisie notamment. Oui. Il y avait des gens de travail en Tunisie, n'est-ce pas? Combien de Juifs étaient dans ces camps? J'ai pas entendu. En Tunisie. Dans les camps de travail oui, en Tunisie. Combien de Juifs étaient dans ces camps? Alors moi, le chiffre que j'ai trouvé, c'est c'était plus ou moins 5000. 5000? Oui. Et par exemple dans le champ de Bizerte, qui était un des plus
des plus grandes. Et à part ça, dans l'Algérie par exemple, qui était aussi colonie française, et les Juifs d'Algérie avaient été citoyens français depuis le 19e siècle, depuis le décret Crémieux. Les Juifs d'Algérie ont été expulsés de la citoyenneté, et donc là aussi il y a eu l'application des lois anti-juifs de Vichy, quand dans le cas de la Libye on avait l'application des lois anti-juifs italiens depuis 1938. Or, à partir de ça c'est le contexte historique, mais comme je disais, ce qui m'intéresse aujourd'hui n'est pas le contexte historique en tant que tel, mais plutôt comment la mémoire de ces histoires, Tunisie et Libye notamment, ont été réimaginées et transmises par des artistes, des écrivains dans les dernières années, et en Israël et en diaspora. Et bien sûr, les artistes, les écrivains de que je vais parler ne sont pas les premiers juifs d'origine nord-africaine ou même proche-orientale qui ont parlé de la Shoah. Déjà aux années 40, par exemple au Maroc, on avait eu ce qu'on appelle la Megillat Hitler, c'est le rouleau d'Hitler, ou sinon dans le cas de l'Irak, des poèmes de rabbin Menaché Shahrabani aux années 50, qui, à partir d'un style proche, par exemple, à ceux des lamentations bibliques, racontait la souffrance des Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et dans le cas de Benghazi Bergen-Belsen, on peut dire que ça c'est un peu on peut dire le premier cas, au moins d'un roman, un des premiers, le cas au moins le plus célèbre, d'un roman qui, en hébreu, a essayé de raconter l'histoire de la communauté juive de Benghazi, et plus en général de la Libye, à partir de l'expérience aussi personnelle, familiale de l'auteur de Yossi Soukari. Sa famille, sa grand-mère a été déportée à Bergen-Belsen. Et Yossi Soukari est né en 1959 en Israël, à Ramat Gan, et avant Benghazi Bergen-Belsen, il avait déjà publié un autre roman qui s'appelle Emilia ou Melacha Haaretz, donc Emilia ou le sel de la terre, qui là aussi la protagoniste était sa grand-mère. Dans le cas de Benghazi Bergen-Belsen, la protagoniste est une jeune fille juive de Benghazi, Silvana Hajjaj, et le roman commence en Libye, Benghazi, et puis suivent la vie de Silvana et de sa famille, premièrement en Libye, après la déportation, premièrement en Italie et deuxièmement à Bergen-Belsen. Donc jusqu'à la fin de la guerre et ce qu'on prévoit être la migration, on ne dit pas ça dans le roman, mais on peut le comprendre en lisant la fin du roman, l'aliyah de Silvana vers Israël après la guerre. Et donc, le roman a aussi été traduit en anglais et aussi aux États-Unis, une pièce théâtrale a été faite à partir du roman. Et ici, vous voyez aussi une photo de la pièce ça c'est en 2016 au Center for Jewish History à New York. Et donc la protagoniste, Silvana, comme je disais, nous porte dans une Libye très particulière, qui est d'un côté une Libye de l'héritage colonial italien, l'héritage islamique, et bien évidemment, à partir déjà du premier chapitre du livre, qui le début des années 40, l'arrivée des Allemands, des nazis en Libye. Et là, ce qui est intéressant dans le roman de Soukari est donc d'un côté la représentation de la Libye comme un espace partagé par des communautés et aussi un espace où on peut trouver des langues différentes, et on voit ça, on lit ça même dans les discours, dans les dialogues de Silvana avec sa mère, avec son père,
par exemple, je vais lire en anglais parce que j'ai la traduction anglaise du roman. Donc c'est Sylvana qui parle avec sa mère et elle commence en parlant en arabe. Yama nahabbek bezayed. Donc maman, je t'aime. She whispered to her. And in her heart, she wished her words would be like another home. Anche io ti voglio bene. Ça c'est en italien. Donc moi aussi je t'aime. Donc on voit un mélange entre arabe de Libye, italien et dans les chapitres suivants du roman, donc quand on passe en Italie, après à Bergen-Belsen aussi d'anglais et d'allemand. Et ça contraste avec les parties plus descriptives du livre, qui sont par contre écrites dans un hébreu, disons, plus littéraire et traditionnel. Et le voyage de Silvana de la Libye à l'Italie et dans le champ de Civitella del Tronto, dans le centre de l'Italie, et après ça à Bergen-Belsen, nous montre une fille d'une famille de la classe moyenne juive de Benghazi, et que pour la première fois voit sa famille et tout ce monde qui est en train de s'éclater. Donc le père, qui avait été jusqu'à ce moment-là le chef de la famille, tout d'un coup devient très faible et perd tous ses points de référence dans le monde. Et par exemple aussi les Allemands, les soldats allemands commencent à traiter Silvana, et pas seulement Silvana, tous les juifs de Libye, pas seulement comme des juifs, mais comme des noirs, des africains. Et je cite encore, That was the first time she thought of herself as an African. Few times black Africans had come to Benghazi, but their fathers never spoke about them as inferiors. Donc le père, quand il parlait avec des Africains de l'Afrique subsaharienne en Libye, il n'avait jamais traité eux comme quelqu'un d'inférieur. Par contre, les Allemands, oui. With difficulty, she tried to control herself and not shout at the German soldier. The soldier hurt her and the other. Juden, Afrikaner, schneller. Donc, l'idée des Juifs de Libye comme des Noirs, comme une communauté noire africaine, est très présente dans le roman de Benghazi Bergen-Belsen. Et ça, d'un côté, on peut le connecter même à ce qu'on voit dans le contexte social israélien, si on pense par exemple au Panthère noir, à Pantherim Ashhurim des années 70, et l'idée des Juifs orientaux quand les Juifs noirs notamment, et la connexion qui avait été faite par les Panthères noirs entre eux et les mouvements américains des Black Panthers, de la communauté afro-américaine aux années 70. D'un autre côté, ce qui est intéressant est que Yossi Sukari, avec Benghazi Bergen-Belsen, nous montre que même à Bergen-Belsen, la Silvana et les Juifs de Libye qui sont dans le champ de Bergen-Belsen souffrent pas seulement à cause des nazis, mais aussi à cause des Juifs européens, disons des Juifs ashkénazes. Et je cite encore. Who would save her? Donc qui va la sauver, c'est-à-dire Silvana? Her own white Jewish brethren who treated her as if she were a human animal that weaseled her way into their group. Et ça, donc la difficulté d'être reconnu comme juif par les juifs de Benghazi à Bergen-Belsen est connectée aussi à l'autre difficulté qui est un peu à la base du roman de Sukari, c'est-à-dire la difficulté de la mémoire des Juifs de Libye, de la mémoire de l'Holocauste libyen, d'émerger et en Israël et en diaspora. Et Sukari a raconté dans un entretien, par exemple, quand il était à l'école en Israël, quand il était enfant, il avait raconté à ses copains que sa famille aussi avait été à Bergen-Belsen et avait vécu la Shoah.
mais ses amis lui avaient répondu que ce n'était pas possible, que tu te trompes, seulement les Juifs d'Europe étaient dans la Shoah. Et ça, donc, un début des romans de Yossi Sukar est donc de souligner cette histoire un peu oubliée et peu connue des Juifs de Libye et le rôle que, le poids que la Shoah a eu aussi pour la communauté juive libyenne. Et plus en général de montrer les difficultés de cette communauté à faire se reconnaître en tant que telle après dans le cas de Yossi Sukar et notamment après la Aliyah, mais on trouve aussi, je vais le montrer après, des Juifs de Libye qui n'ont pas fait Aliyah, donc des artistes, des écrivains, notamment aujourd'hui en Italie. Donc, dans le cas de la Libye, de Benghazi-Bergen-Belsen, on peut voir le cas d'une communauté qui, que d'une certaine manière, a vécu la Shoah, même si la Shoah n'a pas eu le poids qu'on peut trouver, évidemment, dans des communautés de l'Europe de l'Est, mais que néanmoins, aujourd'hui, veut être reconnue en tant qu'une communauté qui participe à cette histoire et à cet événement historique qui a obtenu à partir des années 60-70 en Europe et en Israël évidemment un rôle identitaire, national, social très fondamental. Le cas des Juifs de Tunisie le cas du film Le Chant des mariés est un peu différent, c'est-à-dire ici nous ne voyons pas une communauté qui a vécu, au moins dans le film, l'expérience de déportation dans un champ de concentration en Europe, mais Le Chant des mariés est en fait un film en 2008, Karine Albou, qui, comme je disais tout à l'heure, n'est pas d'origine tunisienne, en fait, elle est d'origine en partie juive algérienne et en partie famille juive de France. Mais néanmoins, donc le film se concentre sur la période de l'occupation allemande, de l'occupation nazie à Tunis, et nous montre spécialement l'amitié entre une fille juive et une fille musulmane, Nour et Myriam. Et à travers l'histoire, à travers l'amitié de Nour et Myriam, on découvre tout un monde de quotidianité partagée entre juifs et musulmans en Tunisie, au moins jusqu'aux années 40. Et donc, le film Le Chant des mariés, le titre est connecté au fait que la fille juive, Myriam, doit s'épouser avec un riche juif d'origine livournaise. Et donc, à partir de là, commence toute l'histoire du film. Et en même temps, les nazis arrivent à Tunis, et donc l'amitié entre eux commence à basculer, parce que Nour, la fille musulmane, la famille de Nour, son cousin, qui est impliqué dans le mouvement national tunisien, commence à parler à Nour des Juifs comme une communauté qui avait été très proche à la puissance coloniale française, et donc c'était pas possible pour elle de continuer à avoir une amie juive au moment où la Tunisie allait peut-être lutter pour l'indépendance et ça. Et donc je voulais vous montrer un petit morceau, c'est en 2 minutes, du film. Non, ça. Ici, donc je disais l'amitié entre les deux filles. Et le fait que la famille, notamment le cousin de Nour, ne veut pas que les deux continuent à être amis. Mais par contre, Nour ne suit pas le conseil, disons, de sa famille. Et alors, l'épisode qu'on va voir, les nazis arrivent dans le hammam
et pour chasser les Juifs. Et Nour essaye de cacher, de faire passer Myriam pour juive. Donc, oui, pardon, pour musulmane. Donc, on veut voir ça et après. Donc ici, on peut voir que le film, ce que le film, en fait, à part la réalité historique, ce qui s'est vraiment passé à Tunis à l'époque, ce qui est intéressant dans le film est la volonté de montrer la possibilité que même dans des circonstances si difficiles, une amitié entre une fille juive et une fille musulmane pouvait peut-être exister, ou au moins peut être imaginée aujourd'hui à travers le cinéma. Et ce qui est intéressant aussi est de voir comment dans le film l'histoire des Nour et Myriam est vue à travers aussi l'histoire précédente à la guerre et à l'occupation nazie, c'est-à-dire l'histoire coloniale de la Tunisie. Donc on voit par exemple Myriam qui parle en français et un peu en arabe avec sa mère. Par contre Myriam parle seulement arabe tunisien, ne va pas à l'école. Myriam va à l'école de l'Alliance. Et ça aussi cause disons, des problèmes entre eux, c'est-à-dire que Nour demande plusieurs fois à Myriam pourquoi moi je ne vais pas à l'école, pourquoi tout est par français. Et donc on a l'impression que la réalisatrice voit aussi dans l'histoire coloniale et dans les conséquences que l'histoire coloniale a eu et pour les juifs et pour les musulmans. Elle voit dans cette histoire une des origines, disons, de la problématique postérieure entre juifs et arabes, juifs et musulmans en Tunisie, mais pas seulement en Tunisie. Et à propos de ça, on pourrait citer par exemple beaucoup des écrivains, par exemple un écrivain très connu, un intellectuel tunisien, Albert Memmi, qui écrivait, et je m'excuse, mais j'ai aussi, même s'il écrit en français, j'ai le texte en anglais, donc j'ai même la citation en anglais. I was myself, écrit Memmi, a guest of the French language. Even worse, I was an eternal guest, never entirely at ease with the others. I couldn't think of going back to where I belonged. Sooner or later, the Tunisians and Algerians would go back to their language, their home. But in which home was I finally to rest one day? Donc, Memmi semble dire que lui, il était... il parlait français, mais le français n'était pas vraiment sa langue maternelle. Les Tunisiens, les Algériens musulmans pouvaient revenir à leur langue maternelle, l'arabe, à leur mère patrie, mais lui, c'était
c'était quelle était sa mère patrie, quelle était sa langue maternelle. Et la difficulté de trouver une langue maternelle, ou peut-être la difficulté de vivre entre plusieurs langues maternelles, entre plusieurs mondes, est un peu la difficulté qu'on voit dans le film, dans le cas de Myriam, la fille juive, et dans le cas de sa famille, sa mère et de son mari, qui, comme je disais tout à l'heure, vient d'une famille juive livournaise. Non, vous savez, le juif de Tunisie, à Tunis notamment, il avait cette sorte de minorité d'élite qarana d'origine livournaise et qui était là depuis longtemps. Et donc, on voit ça aussi dans le film. Ce qui est intéressant aussi est que le film revient souvent on peut dire un peu dans des scènes un peu symboliques qui rassemblent beaucoup des films sur la Shoah des Juifs d'Europe, c'est-à-dire les Juifs, le camion avec les nazis qui passent par la roue à Tunis, l'étoile jaune, même si en fait, au moins ce que j'ai pu constater à partir des recherches qui ont été faites, l'étoile jaune n'a jamais été utilisée en Tunisie, sauf peut-être dans une ville Sfax, exactement. Le film est aussi, qui a été fait, comme j'ai dit, en France, a aussi un peu le goût de montrer la Shoah à partir d'une autre perspective et d'ajouter cette perspective tunisienne, nord-africaine à la cinématographie très connue sur la Shoah européenne. Là, et Karine Albou, Le Chant des mariés, et Benghazi Bergen-Belsen de Yossi Soukari sont évidemment seulement deux exemples de plusieurs livres, films, spectacles qui nous montrent l'histoire de ces deux communautés, notamment l'histoire pendant la guerre. Ici, j'ai mis des photos donc des romans en italien de Juifs de Libye, Victor Maggiare et Venne la notte, et Raphaël Luzon, Tramonto libico, et troisièmement David Gerbi, qui est un écrivain et metteur en scène d'un spectacle, même si le spectacle était en Italie, le nom était anglais, I Love Libya. Et donc là aussi, on peut voir, surtout dans le cas de Tramonto libico de Raphaël Luzon, qui est une autobiographie plus qu'un roman en réalité, l'histoire encore des Juifs de Benghazi. Raphaël Luzon est né à Benghazi, puis est arrivé en Italie aux années 60, après les émeutes, le pogrom de 67. Et là aussi, on peut essayer de reconstruire cette histoire oubliée, cette histoire complexe des Juifs de Libye, et encore la volonté de cette communauté de rentrer dans une histoire plus large qui n'est pas seulement l'histoire de l'Afrique du Nord, mais aussi de l'autre côté l'histoire de la Shoah et plus en général l'histoire, je dirais, de Juifs contemporaines. Quand on pense au poids que la Shoah a bien évidemment obtenu dans l'histoire juive contemporaine, on peut comprendre alors aussi la difficulté pour des communautés qui ont vécu cette expérience indirectement, par exemple les Juifs d'Irak, les Juifs d'Égypte, ou qui ont vécu ça dans une manière moins évidente, ou en tout cas moins reconnue que les Juifs d'Europe, comme les Juifs de Tunisie, les Juifs de Libye. Là, on peut comprendre alors pourquoi il y a, surtout dans les dernières années, des écrivains, des artistes qu'on essayait et ont commencé à revenir sur ça à travers la mémoire de leur famille, de leurs parents, de leurs grands-parents. Et toujours pour le cas libyen, un cas très intéressant est par exemple l'artiste israélienne d'origine libyenne, Nava Barazani, qui, ici vous pouvez voir un collage, et l'autre est un numéro de la revue Akivon Mizrach, qui est une revue littéraire de Yitzhak Gormezan-Goren, qui a publié à la fin de 2017 un numéro spécial dédié aux Juifs de Libye. Et Nava Barazani, dans presque tous ses travaux en tant que peintre et artiste, essaye de
reconstruire et de réimaginer, de réinventer l'histoire de sa mère qui a été internée par Bergen-Belsen dans le champ de Giado, donc en Libye. Et donc ici nous voyons une carte avec le Mediterranean Sea, la Méditerranée, et donc la volonté, disons, de réimaginer cette histoire oubliée, cette histoire que sa mère ne voulait pas raconter, et comme je disais, une histoire aussi que très peu de gens voulaient aussi écouter, voulaient au début reconnaître comme un chapitre de l'histoire de la Shoah. Et ici, dans d'autres romans et un film sur le cas des Juifs, pas de Libye, mais de Tunisie, Algérie, Les Hommes Libres, qui est un film qui qui nous parle d'un épisode connu, c'est-à-dire le moufti de la mosquée de Paris et l'intervention, qui est un peu aussi disputée d'un point de vue historique, du moufti dans le sauvetage d'un certain nombre de Juifs à Paris pendant la Deuxième Guerre mondiale. Un roman de Nin Moati, une écrivaine d'origine tunisienne, La valise de Mademoiselle Lucie, qui nous parle encore de la Shoah et l'expérience de la Shoah des Juifs tunisiens qui étaient, comme j'en ai parlé au début, qui étaient déjà en France aux années 40. Donc ils ont été déportés, pas de la Tunisie, mais de la France. Et finalement, le roman, les nouvelles Avarianza Atsua de Kobi Oz, que j'ai cité aussi au début, et finalement Pereatzil de Doudou Boussi. Or, Doudou Boussi n'est pas du tout d'origine nord-africaine, il est d'origine yéménite avec sa famille, mais néanmoins, dans le roman Pereatzil, Doudou Boussi nous parle un des protagonistes du roman est un Israélien qui est fixé, on peut dire, un peu obsédé par la mémoire de la Shoah, même si en fait la Shoah n'est pas une mémoire familiale, une mémoire personnelle. Et donc là nous voyons le poids que la Shoah peut avoir aussi pour des communautés juives, pour des Israéliens qui n'ont pas une expérience ou mémoire familiale ou personnelle de la Shoah. Et ça, bien évidemment, nous parle, comme je disais, de l'importance que cette expérience historique, comme catégorie, je dirais, de l'histoire juive, a gagné et a aujourd'hui. Alors, là, la question qu'on doit se poser, et qui moi, au moins, je me pose, est: on a le cas des Juifs de Tunisie, on a le cas des Juifs de Libye, on a vu, j'ai cité au début, les déportations de Benghazi à Bergen-Belsen, etc. Mais à part ça, il est vrai que la plupart des Juifs des pays arabes n'ont vécu directement la Shoah. Alors, comment cette catégorie, cet événement historique peut être commémoré, peut être imaginé, pensé par des Juifs qui, bien évidemment, en tant que Juifs, pensent à la Shoah comme un événement tragique et très proche à eux, mais qu'en même temps ne fait pas partie de leur propre histoire personnelle ou familiale. Et donc, ça, c'était un peu la question que je m'étais posée en approchant ces romans et ces films. Et c'est une question que, bien sûr, que nous parle aussi pas seulement de la Shoah, mais aussi des relations, dans le cas d'Israël, entre Mizrahim et Ashkenazim, dans le cas de Juifs d'Afrique du Nord qui sont arrivés en Europe, des relations entre, par exemple, dans les cas français, des Juifs français et ashkénazes et des Juifs qui sont arrivés après la décolonisation. Dans le cas de l'Italie, la même chose avec les Juifs de Libye arrivés en Italie après les années 60. Ce qu'on peut dire est que la Shoah apparaît comme une catégorie de plus en plus centrale, même pour des écrivains, pour des artistes qui proviennent des familles qui n'ont pas une relation directe avec ça. Mais le problème peut-être, à mon avis, est: est-ce que ça peut devenir
une mémoire, disons, un peu troublante, c'est-à-dire une mémoire qui risque de couvrir tous les autres mémoires. Donc, c'est-à-dire, si on regarde l'histoire des Juifs en Afrique du Nord, premièrement à travers la catégorie de la Shoah et à travers la mémoire de la Shoah, de la guerre, est-ce qu'on risque peut-être d'effacer toute une histoire longue, complexe des relations judéo-arabes qui avait duré plusieurs siècles et qui effectivement nous montre une histoire très souvent, très différente de l'histoire juive européenne. Ça veut pas dire je ne vais pas arriver à une vision, je dirais, nostalgique ou idéalisée de l'histoire des Juifs en pays d'islam. Mais en même temps, à mon avis, le risque de se concentrer sur ce qu'on a commencé à appeler dans les dernières années Shoah Mizrahi, donc la Shoah Mizrahi, est que, comme je disais, cette histoire, cette mémoire efface toutes les autres mémoires de ces communautés que finalement sont des mémoires beaucoup plus de longue durée et beaucoup plus importantes du point de vue historiographique. Et depuis la fin de 2014, comme vous le savez, ici en Israël, le 32 novembre est devenu la journée pour commémorer ce qu'on appelle dans la loi israélienne qui a été approuvée par la Knesset, Hagerush, Yetziat Hagerush, la sortie et l'expulsion des Juifs des pays arabes et d'Iran. Et là aussi, est-ce que ce souvenir, disons, se rappeler de l'histoire des Juifs en terre d'islam seulement comme une histoire de guérouche, comme une histoire de expulsion, est-ce que nous montre, est-ce que ça risque, comme je disais, d'effacer toute une histoire plus longue, plus complexe? Ça, encore, je ne vais pas dire que c'est pas important de décrire et de parler de l'expulsion et de la fin tragique, des fois traumatique, des communautés juives en Afrique du Nord et au Proche-Orient, mais en même temps, je trouve que surtout dans les dernières années, pas d'un point de vue académique, mais d'un point de vue de l'opinion publique et en Israël et aussi en diaspora, dans les quotidiens et aussi dans les activités des associations, disons des associationnisme ici en Israël et en France, même en Italie, le risque est comme j'ai dit, de vraiment effacer toute cette histoire. Et alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Tout simplement, pas simplement, mais bon, on pourrait peut-être arriver à une vision un peu plus nuancée du passé, à partir, oui, d'un côté de la mémoire, disons, historique, donc de la mémoire des événements, de ce qui s'est passé en Tunisie, en Libye, etc. De l'autre côté, la mémoire a posteriori, donc les romans, la mémoire un peu aussi réinventée, imaginaire, d'un écrivain comme Yossi Soukari ou du film de Karine Albou. Et à partir de là, essayer de construire un paysage mémoriel méditerranéen un peu plus complexe qui, d'un côté, tient compte des différences fondamentales qui existent entre l'histoire des Juifs d'Afrique du Nord et l'histoire des Juifs d'Europe, surtout au XXe siècle, mais pas seulement au XXe siècle. Et de l'autre côté, oui, aussi, essaye de connecté et tient compte de la centralité qu'inévitablement la Shoah a obtenue pour ces communautés et pour l'histoire juive en général, mais pas seulement pour l'histoire juive. La Shoah, en fait, est devenue aujourd'hui la catégorie par excellence quand on parle d'un génocide, je ne sais pas, au Rwanda ou dans d'autres pays. Leur référence, c'est toujours, la Shoah est devenue un peu une sorte de référence, de formule à laquelle on revient. Et ça aussi risque finalement de
effacer aussi peut-être l'unicité de cet événement historique et de mélanger des histoires, des mémoires qui sont en réalité plus complexes et souvent différentes. Ça, c'est un peu ce que je voulais montrer. J'ai encore des choses à dire, mais je pense que peut-être on peut ouvrir la discussion et peut-être je peux ajouter des choses après. Donc voilà.